Bon, ben, merci beaucoup. On va accueillir Xavier Bayot. Alors, Xavier Bayot, c'est un agriculteur exceptionnel. Il débat avec Cédric Villani, le mathématicien, avec Christophe Galfard, l'astrophysicien. Il a peut-être développé des modèles que vous utilisez déjà, puisque ça fait des années qu'il en développe. Et là, il va répondre à la question suivante. Quel potentiel pour les agriculteurs? Il est agriculteur et il est venu justement de la Beauce ce matin. Bonjour. Donc, merci Jean-Paul. Donc, je m'appelle Xavier Bayot, je suis agriculteur depuis près. C'est vrai que l'agronomie, évidemment, de par mon métier et puis l'informatique. Donc, je fais de la modélisation en agronomie, c'est-à-dire que je développe des modèles de croissance et de simulation de la croissance et du développement des cultures, colza, blé, orge, depuis une vingtaine d'années. Et puis, j'ai bossé d'abord pour Quantix Agro, une société sur Paris, puis pour Geosys à Toulouse. Et puis depuis 2-3 ans maintenant, je travaille beaucoup sur les images sentinelles parce que le couplage des modèles et des images satellites, je trouve, produit des choses extrêmement performantes. Voilà, donc un petit aperçu, mais je vais passer très vite sur... Là, c'est mon exploitation, donc une image Landsat, juste pour vous montrer les pixels, mais vous connaissez déjà probablement. Puis en bas, les pixels Sentinelle qui montrent quand même la marge de progrès assez importante qu'a apporté les images Sentinelle. Donc j'ai développé toute ma chaîne de traitement, j'ai fait ça avec R, et puis des bouts de code en C++ pour gagner en rapidité, parce que R n'est pas très rapide. Donc je télécharge mes images sur Amazon AWS parce qu'il présente quand même l'avantage de ne pas nécessiter de mot de passe, ce qui me posait des problèmes sur Copernicus avec R pour télécharger automatiquement. Donc voilà, je me suis retrouvé sur Amazon. J'ai développé donc des algorithmes de correction atmosphérique. J'utilise la méthode DOS qui est assez efficace puisque je fais des mesures sur terrain qui permettent de valider la méthode. C'est assez simple parce que chez moi, dans les zones que j'étudie, il y a toujours des surfaces d'eau, etc., qui permettent de corriger facilement. J'étudie pas les déserts, donc ça va. J'ai développé aussi des modèles de détection des nuages. Donc sur cette image, par exemple, vous voyez en vert, c'est la détection des nuages. J'utilise un modèle par arborescence assez classique, mais ma foi qui donne des résultats intéressants. Puis en jaune, c'est les ombres de nuages. Donc en fait, quand j'étudie une parcelle, sur un rayon de quelques centaines de mètres, si je détecte une ombre ou un nuage, je fais une interpolation en éliminant les données concernant la parcelle. Bon, ça fonctionne assez bien. Je corrige également les cirrus avec la bande 10 que vous voyez ici sur Sentinelle. Donc ça, c'est la bande 10 toute seule. Ici, le masque de nuage. Donc en rouge, c'était les données que je ne peux pas corriger parce que les masques sont trop épais. Et puis en vert, c'est les zones où il n'y a pas besoin de correction. Les trois autres couleurs peuvent être corrigées avec une formule assez simple que vous connaissez probablement. Donc juste une petite diapo sur les mesures que je fais au terrain, parce qu'à chaque image satellite, j'ai un radiomètre qui est capable de prendre au sol la réflectance comme le fait le satellite. Donc je fais des comparaisons entre ce que mesure le satellite et puis ce que je mesure sur le terrain. C'est pas toujours évident parce que quand je fais une mesure au sol, c'est une mesure sur quelques mètres carrés. Le pixel sentinelle, bon, outre les effets de géolocalisation qu'on a vu ce matin, c'est pas toujours évident de comparer un pixel de 10 mètres avec un pixel d'1 mètre carré. Donc j'essaie de développer tout un tas de méthodes de validation des données pour vérifier si les corrections atmosphériques sont valides. Donc, je m'intéresse surtout, moi, à l'analyse statistique des pixels dans mes parcelles. Là, vous voyez, par exemple, c'est une parcelle de colza. Je vais m'intéresser typiquement au nombre de modes que je vais pouvoir détecter dans l'analyse fréquentielle des pixels, de façon à cibler tout de suite les zones, s'il y a plusieurs zones dans la parcelle ou s'il y a une seule belle zone qui doit suivre une loi normale et auquel cas, il n'y a pas besoin d'aller vérifier dans la parcelle. Donc comment je couple les données satellitaires avec le modèle agronomique, parce que c'est un peu la base. Donc en fait, j'utilise la donnée satellite, je transforme cette réflectance via un réseau de neurones en données biophysiques. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'indice foliaire, la teneur en chlorophylle et la teneur en eau. J'utilise pas d'indice de végétation. J'ai calibré des réseaux de neurones qui font tout ça automatiquement de façon assez performante.
Et les indices foliaires que je calcule, je les intègre dans le modèle de culture que je vais reparamétrer de façon à ce que la courbe d'indice foliaire observée et la courbe d'indice foliaire modélisée par le modèle matchent comme il faut. Du coup, je peux faire des prévisions jusqu'à la récolte et ça fonctionne assez bien. Donc évidemment, il y a la météo qui entre en compte dans le modèle, le type de sol et tous les paramètres variétaux, type de semis, etc. Donc comment ça marche pratiquement? La première chose que je fais pour utiliser les images satellites, c'est que je définis, ça c'est moi qui le fais, je définis le potentiel de mon sol. Parce que dans les zones de mauvaise terre, bien souvent, on se retrouve, quand on utilise des méthodes d'optimisation de la fertilisation, on se retrouve avec des biomasses faibles dans les zones de mauvaise terre. Et du coup, les systèmes nous disent de mettre beaucoup d'azote dans les mauvaises terres parce qu'il y a peu de biomasse, ce qui est absolument contradictoire quand on voit des cartes comme ça. On se dit, mais attends, on ne va pas mettre d'azote là où il n'y a pas de profondeur de sol, ça ne sert strictement à rien. Donc la première étape, je définis les zones de potentiel de mes parcelles. Là, vous voyez, la grande parcelle, c'est un îlot de 65 hectares dans laquelle j'ai fait des découpages. Alors, des fois, c'est des graviers, des fois, c'est des cailloux, des fois, c'est une argile rouge qui n'est pas très fertile. Donc, c'est la première étape que je fais. Ensuite, pour piloter, là on arrive dans les cas concrets, par exemple cette année j'ai piloté donc l'azote sur le colza. Donc vous voyez la première image à gauche, c'est mon potentiel de sol qu'on vient de voir. Ensuite, j'utilise une image, là en l'occurrence c'est une image de biomasse au colza, donc sur le colza. On avait une biomasse moyenne de 0,91 kg à l'hectare, ce qui correspond à peu près à 60 unités d'azote de prélevé. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin d'indice de végétation en valeur relative. Savoir que ma parcelle, elle va plus ou moins bien, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vraiment savoir, c'est des valeurs absolues. J'ai besoin de savoir combien j'ai de biomasse en kilos à l'hectare dans ma parcelle pour savoir combien je dois mettre d'azote. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je veux savoir quelle est la quantité d'azote absorbée, quelle est la quantité d'azote dont j'ai besoin, de façon à ce que le modèle me donne directement la quantité d'azote que je dois épandre. Ça ne me donne pas beaucoup d'informations en tant qu'agriculteur de savoir qu'à tel endroit, c'est moins bien qu'à tel autre, mais je ne sais pas quantifier ce que je dois faire avec ça. Et donc, issu de connaissant cet azote absorbé et l'azote dont j'ai besoin, fonction du rendement objectif, je vais être capable de produire une carte d'épandage d'azote, et puis je convertis ça en fichier shape après avoir fait du clustering de mes pixels, de façon à générer un fichier shape. Le fichier shape, je l'intègre dans un semoir que j'ai en Cuma qui permet de faire de la modulation intraparcellaire. En 3 clics, c'est arrivé sur la machine, et puis comme l'appareil permet d'ouvrir et de couper automatiquement, ça se fait vraiment tout seul, c'est extrêmement facile. Ça, c'est sur colza. Deuxième cas, c'est ce qui m'est arrivé sur des blés chez moi au début avril. Cette année, vous avez pu constater que l'hiver a été assez pluvieux, enfin tout du moins dans les hautes latitudes là-bas, il a été très pluvieux. Il y a eu beaucoup de lessivage de soufre dans les parcelles de blé. J'ai hésité à fertiliser en soufre et puis je ne l'ai pas fait. J'aurais dû parce que le 6 avril, je me suis rendu compte que j'avais des ronds jaunes qui apparaissaient dans une parcelle de blé sur blé. Coup de bol, Sentinelle-2 était passé la veille. Je m'en suis rendu compte le samedi, puis le vendredi, Sentinelle-2 était passé. Donc j'ai analysé ma parcelle de blé que vous voyez en haut à gauche là. Donc le LAI a un coefficient de variation sur la parcelle de 14%, ce qui m'indique que le satellite a bien détecté les zones de la parcelle qui étaient vraiment très défaillantes en soufre. Donc du coup, là pour le coup, j'ai utilisé moi-même, c'est moi qui ai décidé de quelle dose j'allais apporter. J'ai décidé que j'allais apporter pour corriger 75 kg de sulfate d'ammoniac, qui a 60% de soufre, de façon à apporter 45 unités de soufre, de façon à vraiment lui donner un coup de boost. Et j'ai décidé de moduler, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits de la parcelle où visiblement il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de soufre. Donc j'ai décidé d'étaler de 50 à 100 kg de soufre dans la parcelle. Et j'ai utilisé l'image Sentinelle comme un répartiteur de soufre, de façon à économiser du soufre là où j'en avais pas besoin. Typiquement, si j'avais pas utilisé Sentinelle, j'aurais mis 100 kg de soufre partout. Ça aurait fait 60 unités de soufre à l'hectare.
Là, vous voyez, la dose moyenne est de 74 kg. Donc en utilisant l'image Sentinelle, j'ai économisé 25% de ma dose de soufre. Donc j'ai étalé mon soufre, et puis bien évidemment, vous allez me demander, ça donne quoi au jour d'aujourd'hui? Coup de bol, le 19 avril, il n'y avait pas un nuage sur la France, donc Sentinelle est repassé, et donc vous voyez, en haut, le graphique, c'est l'évolution de l'équivalent de la Pincen Tester. En gros, c'est l'indice de chlorophylle. Et vous voyez que depuis que j'ai mis mon soufre, la courbe, elle est repartie à la hausse. Donc au moins, mon soufre a été efficace. Si je ne l'avais pas fait, est-ce que ça serait reparti à la hausse aussi? Je ne suis pas sûr. Je pense que la végétation en couleur verte, en tous les cas, aurait stagné. Et vous voyez le blé, là, c'est du Beauregard en ce moment. Il a repris quand même beaucoup de couleurs, donc je suis assez satisfait. On verra au rendement. J'ai pas de carte de rendement de capteur de rendement sur ma machine, donc je pourrais pas savoir si j'aurais homogénéisé mon rendement, mais au moins j'ai économisé 25% de ma dose de soufre, et puis le résultat, il est là. Aujourd'hui, la parcelle, elle s'homogénéise progressivement, donc je suis assez satisfait. Troisième cas de figure, celui qui est probablement le plus important, le pilotage de l'azote sur le blé. Donc, comme il était indiqué dans la présentation précédente, effectivement, notre profession est extrêmement réglementée en termes d'azote, surtout dans les régions, comme chez nous, on est sous directive nitrate, on est classé dans des zones sensibles parce qu'on a pas mal de nitrate dans les nappes phréatiques. Donc on est extrêmement réglementé, extrêmement suivi. Donc on a des doses à prévoir à l'avance, un peu paradoxal en termes d'agronomie, parce que les potentiels agronomiques des sols, selon les années, selon la climatos, varient d'une année à l'autre, et il paraît un peu aberrant d'être obligé de déterminer un rendement 6 mois à l'avance, puisqu'on doit faire notre bilan de fertilisation au mois de mars. Au mois de mars, on ne sait pas trop à quel rendement on aura. En 2016, moi j'ai fait 60, il m'est déjà arrivé de faire 100 quintaux de moyenne en blé, donc vous voyez, il y a un gap quand même assez important. Enfin bref, donc j'utilise les images Sentinelle sur le blé pour calculer l'indice foliaire que j'intègre dans un modèle de culture qui me sort une biomasse. La biomasse, elle est corrélée bien évidemment à l'indice foliaire, c'est l'unité de surface de feuilles par unité de sol. Mais par contre, sa relation, elle n'est pas linéaire dans le temps, c'est-à-dire qu'au stade des pieds 1 cm, un indice foliaire de 1, 1,5, ça va donner une tonne de matière sèche à l'hectare. Et puis à la floraison, ça ne va pas du tout être pareil, parce que les composantes, il y a les composantes tiges, les composantes épis qui apparaissent. Donc c'est pas stable. Donc je trouve que d'intégrer de l'indice foliaire dans un modèle de culture, ça donne des résultats en termes de validité de biomasse bien plus précis. Et voilà pourquoi j'ai besoin du modèle. Donc avec ça, je peux calculer la teneur en azote critique de ma culture et du coup calculer les besoins en azote. Avec la teneur en chlorophylle et l'indice foliaire que je sors de mes réseaux de neurones, je suis capable de calculer l'azote absorbé par la culture. Vous aurez tout de suite compris qu'en faisant la différence entre les deux, je connais ce dont la plante a besoin en azote. Donc, autre type de pilotage que je fais, à part le blé ou le colza, on peut faire de l'aide à la décision en termes de modulation de dose de régulateur. Je vous ai montré du Beauregard tout à l'heure, il y a quelques agriculteurs, je crois. Le Beauregard, c'est une variété extrêmement sensible à l'averse, qui tale beaucoup. Donc, en général, on fait 2 raccourcisseurs. Par contre, le deuxième, il y a des endroits des parcelles où, si la végétation n'est pas très développée, on va, comme on dit, excusez-moi le terme, on va cogner la plante si on met une dose trop forte. Et à contrario, elle risque de verser si on ne met pas une dose suffisamment élevée dans certains endroits de la parcelle. Donc, fonction de la biomasse, là, que je sors des images Sentinelle, je suis capable de moduler la dose de raccourcisseur, typiquement du modus, pour les spécialistes, de façon à bien équilibrer ma parcelle, que ma végétation reste bien debout, sans pour autant que je la cogne. Alors évidemment, vu la surface que j'ai sur mon exploitation, je n'ai pas les moyens d'avoir un pulvérisateur qui fait de la modulation de dose. C'est hors de prix pour une exploitation comme la mienne. Donc quand on n'a pas d'argent, on a un peu d'idées. Donc j'utilise un téléphone, celui que j'ai dans la poche. Je mets mon fichier shape de modulation sur le téléphone. J'accroche le téléphone dans le pare-brise. Et puis, bien évidemment, je laisse ma pression constante, mon débit constant. Et puis je modifie la vitesse sans modifier le régime moteur. Ça permet de faire de la modulation à pas cher et qui, ma foi, est relativement efficace. Une chose est sûre, c'est pas cher. Quand on a des surfaces comme la mienne, on essaie de faire que des choses pas chères. C'est pour ça que j'ai développé ma propre chaîne de traitement pour pouvoir être autonome
et que ça ne me coûte pas cher. En fongicide, c'est pareil. Vous savez que les maladies principales en blé qui sont beaucoup cultivées par chez moi, c'est la septoriose et la rouille. Évidemment, plus il y a de biomasse, plus il y a de contact entre les feuilles, plus quand il y a des projections de pluie, la contamination se diffuse parmi les plantes. Donc bien évidemment, plus il y a de biomasse, plus on va mettre de doses de fongicides. Donc exactement le même cas de figure que pour la modulation du régulateur. Ça fonctionne exactement pareil. Je ne l'ai pas fait cette année chez moi. J'ai fait le fongi cette semaine, là. Bon, je n'avais pas trop le temps, mais quand il y a des couverts assez homogènes, comme en ce moment sur les blés de sol, je ne m'enquiquine pas à ça. Modulation des doses d'irrigation. Donc j'en parlais ce midi avec un collègue agriculteur de l'Isère. Effectivement, en fonction des types de sols, quand on fait du maïs, bon, chez moi je fais pas de maïs, hein, je suis dans une zone où on fait assez peu de maïs et on n'arrose pas parce qu'on a des terres très froides et avec des réserves utiles très importantes. Mais il peut être intéressant de ne pas s'enquiquiner à arroser dans les petites terres qui de toute façon ne valoriseront pas l'eau, et à contrario dans les terres profondes où on va plutôt semer à des densités 100-105 000 pieds par hectare. Là, ça va valoir le coup de forcer, de moduler une dose d'irrigation de façon à exprimer tout le potentiel permis par la biomasse du maïs. Et puis aussi, estimation de surface de dégâts. Bon, Charles-Henri en a parlé ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma parcelle de colza, j'ai un coin qui est quotidien, enfin annuellement mangé par du gibier. Bon, ça permet de détecter automatiquement les zones de dégâts de gibier. 2 minutes. Ok. Le dernier usage que je fais, c'est que, comme tout agriculteur, j'aime bien me comparer à mes voisins et j'aime bien surtout me dire que mes parcelles elles sont plus belles que celles de mes voisins. Donc pour faire ça, en utilisant les images sentinelles, je détermine des profils culturaux de différentes cultures, parce que je ne connais pas toutes les parcelles du coin, donc j'utilise les images sentinelles de façon à détecter automatiquement les cultures de colza, de blé, d'orge. Alors blé, orge, c'est pas très facile, de blé dur, et puis les prairies accessoirement, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est colza, blé, orge, blé dur. Donc vous voyez là, c'est les profils, c'est lissé par une fonction spline évidemment, hein. C'est les profils de culture des différentes cultures chez moi cette année. Donc avec ça, je compare les différents pixels des images sentinelles pour détecter les cultures automatiquement. Et le plus tôt possible, c'est ce qui m'intéresse. Vous voyez ici un exemple des différents profils de colza selon les années. Donc selon l'année, le profil d'une culture peut varier beaucoup, surtout pour du colza. Des automnes doux, évidemment, sont très favorables à l'expression de très grandes biomasses dans du colza. Donc à quoi ça me sert? Vous voyez, ça c'est l'Eure-et-Loire. J'ai fait tourner il y a 400 000 hectares à peu près de cultures sous RPG en Eure-et-Loire. Vous voyez sur ce graphique, j'ai fait tourner le modèle, ça a pris pas mal de temps. Il a détecté, en rapprochant le plus possible les profils de pixels sentinelles qu'il avait avec les profils que je vous ai montrés dans la diapo précédente. Il calcule une distance euclidienne entre les différents profils et il dit, bah voilà, telle parcelle, tel pixel de 10 mètres carrés, c'est plutôt du colza, du blé, de l'orge ou du blé dur. Et avec ça, je détecte partout où se trouvent des parcelles. Donc j'ai fait une carte là avec l'emprise en colza sur la superficie de chacune des communes. Donc vous voyez les couleurs bleues, c'est typiquement la grande zone Beauce d'Eure-et-Loire, là où il y a le plus de cultures de printemps. On dit culture de printemps chez nous, pas été, parce qu'il n'y en a pas d'été là-haut. Là-bas, ils font du maïs, pommes de terre, oignons, alors que toute la partie plutôt ouest du département, Thymerais, Faux-Perche, là où je suis, on fait surtout des rotations courtes blé, orge, colza. Donc ça me permet de benchmarker tout type de parcelles de colza, par exemple, sur la biomasse au mois de novembre. Là, sur l'Eure-et-Loire, il y avait 95 000 hectares de colza que je peux classifier assez facilement. Voilà, et là, c'est un exemple de classement des parcelles en fonction du niveau de biomasse au mois de novembre. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. On l'applaudit.